Allez, je vous propose de débuter du coup. Donc, bonjour à tous à nouveau. Donc, on va être ensemble pendant une heure, là, de 13 h à 14 h, pour un des webinaires, une heure pour comprendre et agir, le dernier de l'année qui sera organisé par la RBE. L'idée sur cette heure, ce sera de vous faire le retour sur une enquête que nous avons menée en 2022 sur l'usage des nudges autour des avaloirs de rue qui sont utilisés par de nombreuses collectivités pour sensibiliser la population et limiter la pollution à travers le plastique. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui par Nicolas Jean-Pierre, qui est mon collègue sur la mission Zéro déchet plastique au sein de la RBE, et également par Armelle Leroy de la ville de Dunkerque, que je vais laisser en deux mots se présenter. Nicolas Fiolaine également, donc, qui est chercheur et enseignant en psychologie sociale. Je vous laisse vous présenter en deux mots et puis je reprends la main ensuite pour le déroulé de la présentation. Bonjour, Armelle Leroy, donc je suis directrice du développement durable et de l'environnement à la ville de Dunkerque. Et bonjour, donc je suis Nicolas Fiolaine, chercheur en psychologie sociale, enseignant à l'Université de Lyon et à l'INSP, anciennement l'ENA. Et donc voilà, je parlerai des enjeux comportementaux sur les sujets qui nous occupent aujourd'hui. Et bonjour à tous, c'est Nicolas Jean-Pierre, je suis le collègue de Claire Poulain sur la mission Zéro déchet plastique au sein de l'ARB. Merci à tous. Donc, juste pour rappel des règles du jeu pendant l'heure qui va arriver, vous n'avez ni la possibilité d'activer votre webcam, ni la possibilité de prendre la parole. Par contre, vous avez la possibilité de poser l'ensemble de vos questions tout au long du webinaire sur le fil de discussion. Et c'est Nicolas qui fera votre porte-parole et qui nous posera vos questions à la fin, à la dernière partie du webinaire. Je vous incite également à faire attention, le webinaire est enregistré et le chat également. Donc, comme je vous l'ai indiqué au tout début, les différents intervenants viennent de se présenter. Nous aurons donc une dernière partie, un quart d'heure, qui sera dédiée à vos questions-réponses. Essayez de regrouper, donc vous pouvez les poser au fil de l'eau lors de nos 3 interventions. Et puis à la fin, on répondra avec Armelle et Nicolas à vos questions tout au long du webinaire. Donc, Armelle de la ville de Dunkerque nous présentera son retour d'expérience et Nicolas Fiolaine nous présentera également comment intégrer les sciences comportementales aux actions de réduction des pollutions. Et tout ça fera suite donc à la présentation de l'analyse de l'enquête qu'on a menée en 2022, dont je vais vous dire quelques mots à la suite. Donc, simplement en introduction, pour vous contextualiser globalement au niveau de la RBE, qu'est-ce que c'est que la RBE? C'est une agence publique donc, qui existe depuis plus de 40 ans et qui a pour mission centrale, cœur de métier, d'accompagner les collectivités locales de notre région dans les sujets de transition écologique. On est une équipe de plus de 40 agents et on agit à travers différents axes. On accompagne les territoires, on a également des actions d'information, de formation, de valorisation de la connaissance et d'animation de réseau. Ce webinaire est inclus donc dans une dynamique de webinaire 1 heure pour comprendre et agir. Le concept, donc, c'est de vous proposer différentes thématiques tout au long de l'année. Je vous ai intégré le lien, vous aurez cette présentation à la suite en replay et en retour sur notre site internet. Vous avez également là sur le lien actif en bleu la possibilité d'accéder à l'ensemble des webinaires qui ont été organisés, notamment depuis le début de l'année. Sachez qu'en juin dernier, sur une thématique un petit peu connexe à celle d'aujourd'hui, on a déjà fait un webinaire d'1 heure spécifique sur le captage des déchets à la sortie des réseaux d'eau en partenariat avec notamment la métropole de Rouen et un laboratoire de recherche. Si vous souhaitez en savoir plus, tout est sur notre site ou alors on se tiendra à votre disposition à la suite. Ce webinaire s'inscrit dans la mission de la RBE sur le sujet du zéro déchet plastique, qui est en fait une mission qui a débuté depuis 2019 à l'initiative de la région Sud qui nous a demandé d'animer sa charte régionale zéro déchet plastique. Depuis 2020, il faut savoir qu'en région, on relaie également la charte nationale plage sans déchets plastiques qui est pilotée par le ministère et l'ADEME. Et également en pilotage de notre mission, nous avons l'Office français de la biodiversité.
Dans le cadre de cette mission régionale zéro déchet plastique, donc chaque année, depuis 2019, on essaye de traiter des thématiques qui nous paraissent comme étant un fort enjeu sur le sujet des pollutions plastiques. On a donc traité notamment des problématiques de dépôt sauvage, l'intégration de la suppression de l'usage unique en plastique dans les manifestations. On a beaucoup travaillé sur la restauration collective, les achats publics. Et cette année 2022 a été dédiée notamment à la thématique des transferts de pollution via les réseaux d'eau. Et donc, l'enquête spécifique sur les nudges a été réalisée en pilotage avec les 3 acteurs que j'ai nommés en amont, la région, l'OFB, l'ADEME. Et sur cette action, donc, on a eu la DREAL régionale qui nous a également soutenus spécifiquement. L'ensemble des outils qu'on a mis en œuvre est disponible sur notre espace ressources. Là encore, vous avez le lien en direct. Donc, je vais passer maintenant sur le cœur du sujet, l'enquête dédiée au nudge auprès des avaloirs de rue. Je vais commencer par quelques mots de remerciement parce que si on a pu réaliser cette enquête, c'est grâce à de nombreux acteurs qui sont listés sur la diapo qui est visible là actuellement, qui nous ont permis notamment d'aller chercher des collectivités en dehors de notre région qui se sont engagées. C'est grâce à ça notamment qu'on est en lien avec la ville de Dunkerque, mais aussi bien d'autres sur également le littoral océanique, etc. Donc voilà, je remercie à nouveau l'ensemble des acteurs qui nous ont aidés et puis les experts qui peuvent travailler sur les sciences comportementales et Nicolas Fiolaine qui nous a beaucoup aidés. Donc, cette enquête, elle a eu lieu tout au long du premier semestre 2022. Elle s'est faite via une enquête en ligne que l'ensemble des collectivités qu'on avait ciblées pouvaient répondre. Les collectivités en région qui ont été ciblées, c'est celles qui sont engagées dans l'une des 2 chartes dont on a en charge l'animation en région. Et hors de la région, donc, on a essayé d'identifier le plus de collectivités possibles et d'acteurs qui pouvaient nous faire un retour intéressant également. Et puis, on a fait quelques entretiens et visites individuelles de sites sur des acteurs ciblés qui avaient une démarche qui nous paraissait particulièrement intéressante. Et enfin, donc, on a fait cette analyse et le document qui est partageable si vous le souhaitez, notamment pour les acteurs signataires des chartes que l'on anime. Juste avant que je continue, il me semblait important de vous indiquer donc, que ces résultats sont le résultat d'informations recueillies via la déclaration des 53 collectivités dédiées. On n'a pas pu aller évidemment sur tous les territoires. Les résultats de cette enquête. Donc, on a 53 collectivités intercommunalités qui ont répondu, dont, ça c'est intéressant, on ne s'attendait pas à avoir autant de territoires non littoraux. On a quand même eu 47% des territoires qui ne sont pas basés ni au bord de l'océan ni au bord des mers françaises qui ont répondu. Évidemment, ça signifie pour nous qu'il y a vraiment une prise de conscience croissante du fait qu'on est tous impliqués et qu'on doit tous agir sur le sujet des pollutions plastiques, puisque même des territoires complètement terrestres mènent des actions spécifiques sur ce sujet. Donc, on a eu 69% des territoires qui ont répondu qui font partie de notre région et donc un tiers, 31%, qui sont en dehors de la région. Sur les objectifs, donc ce qui est apparu grâce aux questions que nous avons posées aux différents territoires, c'est qu'en termes de démarche, en tout cas leur objectif dans le marquage des avaloirs est pour 79% des répondants, ils cherchent à travers le marquage des avaloirs à faire prendre conscience avant tout aux citoyens de ce que c'est qu'un avaloir de rue, du lien qui peut exister entre l'avaloir et la nature. Et il y a également 66% des répondants qui cherchent concrètement à faire changer également un comportement. Donc, il y a vraiment prise de conscience et changement du comportement qui viennent se compléter sur les territoires qui ont marqué leurs avaloirs et qui ont répondu à notre enquête. Également, on a identifié que les collectivités qui procèdent à ces marquages des avaloirs, c'est une bonne nouvelle, elles ne font pas que marquer des avaloirs, elles mènent en fait souvent des actions connexes sur le sujet des réseaux d'eau pluviaux notamment, et elles mènent notamment des actions de désimperméabilisation des sols, mais elles installent aussi souvent des cendriers ludiques sur la voirie publique pour essayer de diminuer les pollutions en plastique via les mégots dans les rues. Elles font des actions spécifiques pour valoriser, optimiser les poubelles de rue disponibles pour les citoyens. Elles mènent des campagnes de communication, etc. Donc là, l'idée, c'était de savoir, en effet, nous, ça nous intéressait de savoir si ces actions de marquage des avaloirs étaient indépendantes ou s'inscrivaient dans des stratégies globales.
Il s'avère que la plupart du temps, donc, on a vu au moins sur la moitié des répondants, ils intègrent le marquage avec des actions complémentaires. On a également pu sortir de cette enquête quelques actions qui nous paraissent particulièrement inspirantes. Alors clairement, on n'a pas identifié une collectivité qui a eu une stratégie globale qui aurait pu être faite notamment avec l'accompagnement d'un cabinet dédié en psychologie sociale, dans les méthodes de sciences comportementales. Mais par contre, il y a plein d'actions méthodologiques ponctuelles qui ont été mises en œuvre qui, ensemble, pourraient vraiment donner quelque chose d'intéressant. On a la communauté de Dunkerque, je vais aller assez vite. Donc, la ville de Dunkerque qui a intégré son action et qui a créé ses messages avec le conseil municipal des enfants, mais Armelle nous en dira plus tout à l'heure. On a, nous, une association des entreprises du bois de Grasse qui a mené cette action de marquage comme une action de sensibilisation de nombreux salariés sur sa zone d'activité. Ça aussi, ça peut être un outil, un levier de sensibilisation, d'engagement des entreprises de nos territoires à travers des actions auprès des salariés. On a un syndicat de rivière sur le bassin d'Arcachon qui, lui, a proposé à l'ensemble de ses collectivités sur son territoire le même message, le même marquage pour qu'il y ait vraiment une logique de bassin versant, puisqu'on sait que les eaux ont vraiment cette logique-là d'écoulement. Et donc, ça nous semblait intéressant également qu'il y ait des acteurs gestionnaires de milieux aquatiques qui puissent se saisir de ce type d'action. On a également le parc naturel marin de l'Iroise qui l'a, lui, intégré dans un programme bien plus global de prévention aux pollutions de plastique dans le cadre d'un programme européen. Le syndicat des Sorgues également, chez nous, a mis en place de la même manière que le syndicat d'Arcachon un marquage à l'échelle de son bassin versant. L'agglo de Cannes, Pays de l'Airain, ça a fait travailler de nombreux artistes dans le cadre d'animation de street art. On a la Croix-Valmer également qui a fait travailler des graffeurs, des artistes graffeurs. Ça permet d'avoir vraiment des visuels intéressants qui sont visibles et ludiques. Voilà, donc on a différents, et puis on a la métropole de Rouen qui a pu financer ce type de marquage grâce à du mécénat d'entreprise. Donc c'est des actions aussi sur le financement, ça peut être intéressant, des pistes de financement. On peut avoir des mécènes privés sur nos territoires qui peuvent être intéressés par ce type d'action. On a eu peu de retours sur les évaluations, mais on a Aix et Mandelieu à Napoule qui ont testé des petits outils d'évaluation d'impact de ces nudges, mais on verra à la fin que c'est vraiment le parent pauvre sur ce sujet-là et qu'on a aujourd'hui peu de connaissances sur les impacts vraiment et d'évaluation, que ce soit qualitatif en termes de prise de conscience du citoyen ou quantitatif sur vraiment est-ce que ça diminue les transferts de déchets. La bonne nouvelle, c'est qu'on a plus de 80% des territoires qui sont prêts à expérimenter sur le sujet, à aller plus loin, que ce soit en région ou hors de la région d'ailleurs, et de nombreux territoires. Donc, on voit qu'il n'y a que 6% des territoires qui ont mené des évaluations. Donc, la grande majorité n'a pas évalué cette action-là et mériterait d'aller plus loin. Au-delà, donc, pour mener ces expérimentations, on voit que, pareil, 79% des territoires enquêtés seraient intéressés pour être accompagnés sur ce sujet-là spécifique, notamment à travers des journées d'échange ou peut-être un guide méthodologique. Et enfin, en perspective, voilà, nous, ce qui nous a semblé intéressant au vu de ces 53 retours d'expérience, c'est qu'on a vu qu'il y avait un réel besoin d'outillage vraiment pour inciter les collectivités à plus savoir ce qui se passe dans ces réseaux d'eau. Donc, ça serait intéressant qu'elles caractérisent plus ce qui se passe dans leur réseau d'eau, savoir quels sont les types de déchets collectés par ces réseaux pour pouvoir ensuite faire des messages qui seraient adaptés. Il y a un vrai enjeu d'acculturation des collectivités sur les apports que pourraient amener les sciences comportementales sur ce sujet. Également sur l'aspect évaluation, on voit qu'il y a eu peu d'études de l'efficacité de ces nudges, que ce soit donc au niveau de la prise de conscience concrète des citoyens qui passent à proximité ou en termes de quantité de déchets. Et donc, quatrième point, l'idée, ça serait de pouvoir expérimenter par la suite vraiment une mise en place d'une méthodologie un peu globale qui permettrait de pouvoir agir sur l'ensemble du réseau. Cette enquête, donc, je vous l'ai dit, si vous souhaitez, donc nous, on l'a aujourd'hui partagée à l'ensemble des répondants, que ce soit en région ou hors région, mais on la met à disposition également, si vous le souhaitez, des signataires engagés dans l'une des deux chartes zéro déchet plastique et plage sans déchets plastiques.
Voilà, je vais laisser la parole maintenant à Armelle Leroy, donc, qui va nous présenter son retour d'expérience pour la ville de Dunkerque. Oui, merci de me donner la possibilité de présenter cette expérience. Effectivement, comme vous le disiez, hein, c'est vraiment la mise en place de nudge autour de la prise de conscience des déchets plastiques dans le milieu humide, on va le dire. Ça rentre vraiment dans une stratégie globale, hein, avec la signature de la charte plage sans plastique qu'on a choisi d'intituler la démarche globale J'agis pour ma plage plutôt que zéro. Donc, si vous avez passé à la suivante, merci. Donc, en fait, c'est né du travail qu'on a mené avec Plastic Odyssée, hein, que vous devez connaître, c'est parti officiellement de Marseille. Donc, le bateau a été plusieurs mois en réparation et en aménagement dans le port de Dunkerque. Et donc, pour la mise en place de ce projet, on avait avec eux travaillé sur un gros village pour mettre en œuvre et en valeur les initiatives associatives ou des groupes d'associations qui travaillent pour sensibiliser à la réduction de la pollution plastique. Donc, ça a été une prise de conscience pour nous aussi, une envie de fédérer un projet et d'où l'idée de signer cette charte plage sans plastique. Et donc, il était important pour nous de fédérer les associations, de les aider dans la mutualisation de matériel, etc., d'accompagner différents types de publics, comme les commerçants aussi. Mais c'est avant tout, et dans un premier temps, je vais dire, le fait que nous, en tant que ville, que collectivité, être nous-mêmes aussi éco-exemplaires avant de pouvoir donner la bonne parole, on va dire. Donc, on a commencé à y travailler dans le cadre des marchés publics, dans une politique d'achat durable. On a travaillé, alors ça rentre aussi en lien avec une démarche plus globale au niveau de la communauté urbaine, avec le territoire sans plastique qui nous a permis de travailler avec WWF sur cette démarche plus globale, on va dire. Et la déclinaison plage sans plastique, c'est sur Dunkerque. Donc voilà, vous la connaissez, de toute façon, on n'y revient pas. Très rapidement, donc on a, dans un premier temps, un diagnostic des déchets présents sur la digue, les bassins du port de Plaisance, ce qui nous a permis vraiment d'orienter les actions à mettre en place. Donc, on s'est rendu compte que le fléau, le déchet le plus souvent récolté sont les mégots de cigarettes. Donc, on a à la fois des déchets propres à la saison. Les pots de glace, ce sera plutôt en été, évidemment. Et après, on a des déchets récurrents, comme par exemple les restes des repas de McDo, par exemple. Donc, donc là, c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'on avait pu faire sur les 3 axes de la charte, mais très rapidement, parce qu'évidemment, on va plutôt axer après sur le travail qu'on a fait avec les CME, mais ça rentre dans cet axe-là, sur la sensibilisation des différents publics. Donc, on a travaillé avec les enfants autour des bonnes pratiques dans les écoles, les centres de loisirs, l'ensemble des clubs sportifs aussi qui utilisent le sable, la plage, ont été rencontrés. Ça nous a permis de mettre en place un certain nombre d'actions avec eux. Donc ça, c'est une illustration à côté que l'on a mis en place pour la saison estivale, et notamment donc, pour tous les utilisateurs de la plage, donc que ce soit les touristes, les locataires d'Airbnb, les locataires aussi des kiosques de plage, par exemple. Voilà, donc ça a été un travail qu'on a mené. Et on a travaillé aussi avec McDo pour lutter contre les déchets sur l'espace public par le biais d'une charte également, qui est une charte juste entre nous, en fait, pour mettre en place des actions. Sur le deuxième axe, la prévention, donc on a intégré effectivement les objectifs dans un événement. Donc on a un feu d'artifice qui est tiré à la fin de la saison. Donc on a fait une analyse avec les associations, on a ramassé les déchets suite au feu d'artifice pour essayer de travailler avec le prestataire pour réduire l'utilisation du plastique dans le feu d'artifice.
Et sur le tri, le nettoyage, le ramassage, au 3e axe de la charte. Voilà. Donc, on travaille effectivement aussi avec les associations autour d'un programme assez volumineux d'événements citoyens, on va dire. C'est pas que du ramassage de déchets, mais c'est beaucoup de choses à côté. On a formé également le personnel d'entretien de la plage, donc les jeunes qui sont recrutés pour l'été, mais aussi nos personnels, pour sensibiliser aux laisses de mer et à la biodiversité avec notre partenaire incontournable qui est le CPIE Flandre-Maritime. Donc, c'est ce genre de projet qu'on a aussi présenté au conseil municipal des enfants de Dunkerque. Donc, vous pouvez aller sur la suivante. Voilà, merci. Donc, c'est vrai que chaque année, le conseil municipal d'enfants choisit par quartier des projets. Et c'est sûr que sur le développement durable et sur les déchets, c'est quasiment chaque année, on a un projet avec eux. Donc, on leur a expliqué ce projet de la plage sans plastique. Ils ont souhaité travailler effectivement sur la prise de conscience des déchets. Donc, ils ont visionné un film sur la question. Je n'ai plus le titre par contre, mais voilà. Donc, ça leur a permis d'axer vraiment leur action autour du mégot sur la voie publique. Donc, ils ont choisi de travailler sur un pochoir. Donc, ils ont dessiné le pochoir, le message qu'ils souhaitaient faire passer. Pour réaliser ce pochoir, donc, qui est autour des poissons ne fument pas, c'était vraiment le lien entre la mer et les mégots. Ils se sont rendus dans un lycée technologique pour concevoir vraiment ce pochoir. Ça a été fait complètement sur du local, on va dire, pour le coup. Et donc, ces pochoirs sont mis en place par les CME pendant des fêtes de quartier ou des événements particuliers, mais aussi sont à disposition des services ou des associations pour les mettre en place également de façon autonome. Donc, on a juste une photo qui illustre les choses juste après. Voilà. Donc, avec les poissons ne fument pas et à côté, la mer n'est pas un cendrier. Voilà. Donc, ce qui était intéressant, c'était vraiment un projet qui a été fait de A à Z par les enfants. Voilà, on a eu aussi une bonne promotion à côté et je pense que le fait que ce soit fait aussi par les enfants, ça sensibilise différemment les choses. Après, sur le petit bémol, je dirais, ça reste que quand même, les pochoirs, quand même, ça reste éphémère. Donc, il est important là d'en faire régulièrement. Et puis, on travaillera aussi avec eux, je pense, sur un support plus pérenne, mais en travaillant avec le message et l'illustration, certainement, avec les CME. Ouais, c'est très, très rapide, mais je peux répondre. Merci, c'était très bien. De toute façon, n'hésitez pas pour les participants à poser des questions à nouveau. Donc, on va ensuite enchaîner sur l'intervention de Nicolas Fiolaine et puis on répondra à toutes vos questions sur la dernière partie du webinaire. Mais merci beaucoup. En tout cas, ce qui est intéressant également, c'est de voir encore une fois que cette action s'inscrit également dans un plan transversal et bien plus global que le marquage des avaloirs, ce qui semble évidemment pertinent pour atteindre nos objectifs. Merci. Je vais maintenant donc laisser la parole à Nicolas Fiolaine qui va donc présenter pendant un quart d'heure, 20 minutes les sciences comportementales et comment les intégrer aux actions de réduction des pollutions. Donc, je vais lui laisser la main et arrêter le partage de mon écran. Hop, voilà. Normalement, là, vous devez pouvoir partager votre écran directement. Ça devrait être bon, vous devriez voir si tout va bien. Oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation à venir parler de l'enjeu des sciences comportementales ou peut-être de l'intérêt que peuvent avoir les sciences comportementales. On a parlé de nudge, je ne sais pas si le terme est familier à tout le monde, on pourra y revenir, mais c'est effectivement on va dire une technique de communication ou d'incitation au changement de comportement qui doit, ou on va dire qui devrait reposer sur les données de la recherche dans tous ces champs disciplinaires, dans toutes ces disciplines scientifiques qui sont celles qui s'intéressent au comportement. Donc, moi, je mène des travaux à l'université sur ces sujets-là pour essayer de comprendre comment fonctionne la psychologie humaine, mais aussi comment l'action publique
peut prendre en compte la psychologie humaine dans sa façon de se déployer, dans sa façon de s'évaluer, dans sa façon de se mettre en œuvre. C'est ça qu'on fait à l'Institut national du service public, anciennement l'ENA, mais pas simplement au niveau de l'action centrale, beaucoup auprès des collectivités. Et c'est un levier d'innovation publique. C'est pour ça qu'on mène aussi des travaux dans le cadre de la chaire innovation publique, parce qu'on se rend compte que mettre l'humain au cœur de démarches qui visent des changements de comportement qui ne sont jamais aussi simples que ce qu'on croit, pour lesquels on a des freins et des obstacles qui sont à la fois cognitifs, émotionnels, sociaux, ben, ça oblige un peu à transformer ses manières de faire, à revoir ses manières de faire. Et c'est ça qui est intéressant. Et voilà, il y a déjà un certain nombre d'acteurs publics qui ont commencé à intégrer ça et avec lesquels on peut participer à des accompagnements à long terme pour que ça devienne un des outils que les collectivités ou les acteurs publics puissent mobiliser tout en gardant le sens du service public et de l'action publique. Alors, les sciences comportementales, elles sont particulièrement mobilisées aujourd'hui et interpellées, on va dire, interrogées. On était un peu tranquille dans nos laboratoires, si j'ose dire, et puis finalement, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, en particulier face à ce questionnement qui est quand même celui du passage à l'action, c'est-à-dire ce constat que tout le monde semble plus ou moins se soucier des questions environnementales, en particulier sur l'environnement, mais ça ne concerne pas que l'environnement, ça concerne la santé, ça concerne la citoyenneté, ça concerne l'emploi, les sujets sont un peu les mêmes. L'idée qu'on a des connaissances, que de manière abstraite, on sait qu'un mégot qui se retrouve dans la mer constitue une pollution, une menace pour les écosystèmes, on ne perçoit pas forcément de manière très précise, et pour autant, ben, au moment où on a son mégot ou autre à jeter par terre, on ne fait pas forcément le choix qui est complètement en phase avec ses connaissances. Donc, c'est vraiment ce fossé qui se construit entre l'intention et l'action. Et ce qui intéresse les sciences comportementales, c'est le comportement. Donc, ce n'est pas la sensibilité, ce n'est pas l'attitude, ce n'est pas les motivations seulement, c'est vraiment est-ce qu'elles se convertissent en un comportement au quotidien, durable et qui a l'impact qu'on espère lui voir avoir. Et les sciences comportementales, ce qu'il faut savoir pour juste les décrire rapidement, c'est qu'elles sont multiples. C'est pour ça qu'il y a un pluriel. Ce n'est pas la science comportementale, ce n'est pas la théorie du nudge, qui n'est pas une théorie, qui est une intervention parmi plein d'autres. C'est les sciences comportementales qui à la fois renvoient à la compréhension de l'organe qui nous fait penser ou des organes qui nous font penser, le cerveau, mais au moins autant les intestins via le microbiote, puisqu'on sait qu'on pense beaucoup aussi avec notre ventre. Bref, il n'y a pas que le cerveau, mais comprendre la mécanique biologique, comprendre aussi comment, un peu comme des ordinateurs, on traite l'information, ça c'est les sciences cognitives. On nous donne des informations sur le risque, sur le nombre d'années pendant lequel un mégot reste polluant. On nous donne la liste des produits chimiques dans un mégot. On nous parle d'écosystèmes très larges. Comment notre cerveau, notre esprit, notre raisonnement peut utiliser toutes ces informations pour au final prendre une décision à un moment donné qui est celui de, pris dans une conversation un soir où on a bien bu, ne pas jeter son mégot par terre, mais plutôt dans un cendrier ou dans un quelconque endroit prévu à cet effet. Et le lien entre les deux, entre toutes les informations et notre action, il est complexe, extrêmement complexe, mais on commence à bien le comprendre. C'est-à-dire qu'il est prévisible aujourd'hui, on sait à peu près ce qui va jouer fortement ou alors pas du tout dans les informations qu'on aura eues sur notre comportement au quotidien. Et évidemment, cette logique d'aller communiquer à l'endroit même où les gens peuvent être amenés à faire le geste est une manière de prendre en compte tout ça en se disant, plutôt que d'informer très loin du comportement, on va essayer de rappeler l'importance du sujet au plus près du comportement. Et c'est en soi déjà une façon un peu spontanée et intuitive d'utiliser tout un tas de connaissances en sciences comportementales. Puis on a la psychologie. La psychologie sociale, c'est plutôt les contenus de pensée. C'est-à-dire quand on parle de plastique, à quoi les gens pensent. Quand on parle de pollution, à quoi les gens pensent. Quelles sont les images qui leur viennent à l'esprit. Quelles sont les émotions qu'ils ressentent. Et quelles sont les motivations qui peuvent commencer à les conduire bon an, mal an vers l'action. Une motivation ne suffit pas, mais une motivation, c'est une pensée et une connaissance qui nous donne envie d'agir. C'est très particulier comme forme de pensée. Et puis, on a d'autres disciplines autour, l'économie comportementale, le design comportemental, qui utilisent ces connaissances pour justement aller retravailler leur manière de faire. Alors, quand on parle du nudge, on parle beaucoup de ce moment où on fait passer de l'intention à l'action. C'est à ça que sert le nudge, c'est son but fondamental, c'est de considérer que l'intention est là, qu'elle a du mal à se convertir en action et qu'on va concevoir des environnements au moment même de la décision qui aident à faire le bon choix.
Donc, c'est une partie du sujet. C'est un peu ce qui a été dit sur le fait que le marquage auprès des avaloirs est une partie de stratégies qui doivent être ou devraient être un peu plus larges. Mais on verra aussi que c'est une question plus du détail, que le diable et le bon Dieu sont dans les détails, c'est-à-dire la capacité d'un dispositif à intégrer et à susciter des comportements qui changent et de manière durable. Ça tient vraiment à des détails qui demandent un peu un diagnostic en amont, et c'est un peu ce que nous apprennent les sciences comportementales. Par exemple, pour traiter la question des déchets, il y a le nudge qui peut intervenir à un moment donné, mais en fait, il faut comprendre ce comportement-là s'inscrit dans un parcours. Et c'est ce qu'apprennent les sciences comportementales, c'est que le comportement est le résultat de tout un cheminement progressif qui se fait, plus ou moins rapide, mais il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles on peut passer pour mettre en œuvre un comportement. Et du coup, l'apport de ces sciences-là, c'est de justement construire des interventions dans l'espace public, des interventions qui consistent à aller au plus près des publics, etc., mais qui ciblent spécifiquement ce que des approches scientifiques ont démontré comme étant les freins ou les leviers au passage à l'action. Par exemple, quand on veut mettre en avant et obtenir un comportement et un changement de comportement durable, il faut d'abord passer par une phase qui est une phase de prise de conscience, une phase d'alerte, une phase qu'on appelle de sensibilisation, mais on utilise le mot sensibilisation des fois un peu comme un mot un peu vague. Sensibilisation, c'est créer de la sensibilité. Donc, ce n'est pas de la connaissance, la sensibilisation. La sensibilisation, c'est construire une connaissance chaude, une connaissance qui nous affecte, qui nous fait peur, ou alors qui nous donne envie, qui nous fait plaisir ou qui nous dégoûte. Mais en tout cas, il y a une émotion associée à la connaissance. Dans ce cas-là, comment révéler que les chewing-gums, on s'y est habitué, mais à un moment, il faut resensibiliser aux chewing-gums collés dans les rues et que ce qui était normal n'apparaît plus si normal que ça. Ensuite, c'est la question de mettre en avant l'aspect collectif, les enjeux, les motivations, le pourquoi. Pourquoi on changerait? Pour prendre soin de quoi et de qui? Et ça, c'est aussi un élément important. Il ne suffit pas d'être sensibilisé. Il faut donner une direction, un but à notre action. Et ça, c'est comme ça qu'on passe d'une sensibilité à la motivation. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est motivé qu'on agit. On peut être motivé sans agir. Donc, il faut nous donner des choix. Il faut nous réouvrir l'espace des possibles. Il ne suffit pas de dire ne jetez pas votre mégot là. Il faut dire ne le jetez pas là pour le mettre ailleurs et faire apparaître cette alternative au comportement. L'humain n'aime pas trop qu'on le décourage d'un comportement si on ne lui donne pas une solution pour avoir un autre comportement. Sinon, ça crée du déni. Et parfois, ça crée des effets rebonds. Vous savez, tous ces panneaux avec marqué dépôt d'encombrants interdits, il n'y a jamais autant d'encombrants qu'au pied de ces panneaux-là. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on réagit à un empêchement d'une certaine façon si on ne nous donne pas une solution simple, accessible, facile à la place. Et puis, le changement durable, c'est aussi un changement collectif, comment on montre un engagement collectif, comment on montre les résultats de l'action. Donc, le panneau où on colle tous les chewing-gums, ça montre le nombre de chewing-gums qui ont été collectés. Mettre ça en visibilité, c'est aussi une façon de dire tout ce qu'on a fait, ce n'est pas pour rien. L'effort qu'on a demandé, ce n'est pas pour rien, parce que le maintien dans la durée du comportement, il demande ça. Il demande d'une part ce qu'on appelle le feedback, avoir des retours sur le résultat de ce qu'on a fait, et d'autre part un engagement collectif, c'est-à-dire le fait de montrer qu'en tant qu'individu, collectivement et pour le collectif, on s'engage, d'où ces idées d'habitants qui disent moi j'ai commencé à faire un effort, de stickers mis ici ou là, pas en plastique si possible, ou alors qui collent bien pour éviter de tomber, il faut être cohérent évidemment, mais qui disent que tel commerce s'engage, fait attention, essaye d'agencer sa terrasse pour éviter les rejets plastiques. Ça montre un changement dans la norme, c'est-à-dire un changement dans le fait que ce sujet-là est pris en charge par tout le monde et pas que par certains. Parce que le risque est toujours aussi de reporter la responsabilité sur les autres et de dire oui, on me demande ici et maintenant sur ma plage de faire attention, alors qu'en fait, personne ne nettoie, que quand on trie, en fait, tout est collecté ensemble, etc. Donc, la mise en visibilité des engagements des citoyens, mais aussi de l'acteur public, de son action, c'est aussi un élément important. Et quand on organise les campagnes sur les changements de comportement avec cette stratégie d'ensemble où viennent se loger des nudges à des moments donnés, mais qui doivent être en cohérence avec tout ça, les impacts sont beaucoup plus importants et surtout beaucoup plus durables. Et ce n'est pas étonnant, puisque en psychologie, on a ce qu'on appelle des modèles, c'est-à-dire des schémas qui nous permettent de décrire un peu comment se construisent les comportements et comment on peut arriver à les changer. Et ça, c'est ce qu'apportent les 150 années de sciences comportementales, donc de toutes ces sciences qui essayent de comprendre le comportement,
pas simplement en enquêtant. Nos méthodes, ce n'est pas de demander aux gens pourquoi ils font ce qu'ils font. On leur demande, bien sûr, mais on sait bien que derrière les discours se cachent plein de choses que les gens n'admettent pas ou se cachent à eux-mêmes. Donc, on va aussi expérimenter, on va changer quelque chose et voir ce que ça donne et voir si c'était effectivement ça le problème. Les gens qui nous disent « j'ai pas le temps », ben, on leur donne du temps et on voit si ça change effectivement leur comportement. On se rend compte que non, parce qu'en fait, ça tient à d'autres choses, à la réputation, etc. Et donc, ces modèles, ils expliquent que les comportements, quand on veut changer un comportement, il faut changer une intention si on veut que ce changement soit durable. Il faut qu'on fasse apparaître cette envie d'agir différemment qu'on appelle l'intention. Ce n'est pas juste l'envie, c'est vraiment l'intention, c'est-à-dire je vais y aller, j'ai l'impression d'avoir les outils pour, les connaissances pour, la capacité, etc. Et ces intentions, pour qu'elles aient leur effet, il faut qu'elles soient construites de manière forte et résiliente, c'est-à-dire qu'elles soient capables de surmonter les obstacles. J'ai l'intention de ne plus jeter mes mégots par terre, sauf que je ne trouve pas tout de suite de poubelle. Bon, ben, je suis en train de discuter avec les copains, il faut que mon intention soit quand même suffisamment robuste pour que je fasse l'effort de dire « attendez, bougez pas, arrêtez la conversation, je vais jusqu'au cendrier et je reviens ». Ça demande à construire des attitudes comportementales, comme on dit, c'est-à-dire à construire des représentations, des images du comportement qui soient positives, qui lui donnent une valeur et qui rentrent en cohérence avec les valeurs personnelles des gens auxquels on s'adresse. Ça veut dire connaître les représentations déjà existantes. C'est quoi le plastique pour les gens? On a fait une enquête avec le WWF qu'on a formé à ces approches-là il y a 2 ans pour essayer de les acculturer aussi à ces approches de changement de comportement. Et on a dû creuser cette question de c'est quoi le plastique pour les gens? Et c'était loin d'être si simple. En fait, le plastique, c'est plein de choses. Les publics ne se le représentent pas tout à fait de la même façon. Ils y mettent beaucoup de valeur sur certains aspects, moins de valeur sur d'autres, etc. Donc, c'est un objet complexe et il faut apprendre à aller chercher le cœur des représentations. Et si on arrive à aller bousculer le cœur des représentations, là, on change l'attitude, on change la dépendance, par exemple, au plastique ou la banalisation du plastique, etc. Et on peut faire apparaître le risque. La deuxième chose, c'est les normes subjectives, c'est-à-dire qu'est-ce que font les autres? Si tout le monde utilise du plastique, si tout le monde jette ses déchets n'importe où, ou en tout cas c'est le sentiment que j'ai, pourquoi je ferais différemment? Or, on a un problème avec les déchets, c'est que le préfet poubelle est passé par là et qu'il a inventé la poubelle. Le but de la poubelle, c'est de faire disparaître les déchets de l'espace public. Le problème, c'est quand il les fait disparaître, il les fait complètement disparaître. Ce qui fait qu'on voit toujours les déchets à côté de la poubelle, on ne voit jamais les déchets dans la poubelle, parce que les poubelles ne sont pas transparentes, puisqu'elles cherchent à cacher les déchets. Donc du coup, si on a 3 mégots à côté d'un cendrier et 100 mégots dans un cendrier opaque, en perception, ce que les gens voient, c'est les 3 mégots par terre, et ils se disent, bon, ben, ici, on jette les mégots par terre, il y a juste que c'est que 3 personnes qui sont passées. Donc la norme, elle va jouer comme ça, avec des indices dans l'environnement qui nous font croire ce que font les gens en général, ce qu'il est bien vu de faire, et c'est ça qui va nous faire agir. Et puis le contrôle comportemental, c'est la facilité avec laquelle on peut agir et les choix qu'on nous donne. On nous montre bien la poubelle, on nous indique le temps qu'il faut pour aller jusqu'à un point d'apport volontaire, ces dispositifs qui nous aident à passer à l'action. Et quand on agence tout ça, ben, quand on regarde un peu tous les marquages qui ont été faits, ce benchmark hyper utile qui a été fait, mais en fait, on se rend compte que tout est utilisé un peu, on mélange un peu tout ça. On mélange un peu ce qui va créer de la sensibilisation, ce qui va aider au passage à l'action et ce qui va maintenir le comportement. Or, quand on met tout ensemble, ce qu'on sait, c'est que ça marche beaucoup moins bien que quand on essaye de cibler sur un élément particulier. Donc, quel est l'objectif de l'intervention? Est-ce que c'est sensibilisation dans un premier temps? On fait apparaître le problème, puis ensuite on fait passer à l'action. À ce moment-là, il faut absolument donner l'alternative et ensuite on encourage. Et en fait, le but, c'est de donner des feedbacks et de dire « ça y est, ça a commencé à réduire, c'est super, on y va, on continue, etc. » Et en fait, cette dynamique, elle est absolument essentielle pour qu'on ne soit pas obligé d'aller tout marquer partout, tout le temps. Parce que quand on arrive à inscrire cette dynamique, quand les gens font attention à un endroit, ils vont faire attention aussi aux autres endroits, même s'il n'y a pas le marquage. Et ça, c'est un peu le risque quand on utilise ces choses-là sans avoir cette analyse un peu détaillée, c'est que ça va fonctionner à cet endroit, mais dès que c'est un peu épuisé, dès que la surprise est passée, dès que la peinture s'écaille, dès qu'on a oublié un avaloir, ça ne fonctionne plus du tout sur cet avaloir.
Alors, il y a ce sujet-là, il y a aussi le sujet de quand on essaye de traiter des attitudes, d'alerter, on ne peut pas alerter de la même façon selon si on est en bord de mer, selon si on est très loin des côtes. Dire ici commence la mer dans une ville où la question du littoral n'existe pas du tout parce qu'il est à 1000 lieues de ça, c'est une façon de fabriquer ce qu'on appelle de la distance psychologique. Donc, il y a des étudiants qui ont fait le test et en fait, il s'est trouvé qu'il y avait plus de déchets après qu'on ait mis ici commence la mer qu'avant. Tout simplement parce que ça paraissait pas crédible, que ça paraissait être quelque chose de très distant, de très abstrait, et qu'en fait, c'était beaucoup moins impactant que si on faisait appel à des éléments du paysage proches, des rivières proches, des écosystèmes proches. Et il faut travailler sur cette proximité psychologique. C'est aussi la question de est-ce que ce dispositif est lié à une sensibilité plus générale à l'eau, aux eaux pluviales, à la gestion des eaux pluviales? Est-ce qu'on en profite pour traiter le sujet de la désimperméabilisation, de la préservation d'espaces un peu plus sensibles sur lesquels on a des jets plastiques tout le temps parce qu'ils ont été désimperméabilisés, etc. Donc la question, c'est est-ce qu'on traite uniquement le sujet du mégot ici et maintenant? Est-ce qu'on traite un peu plus large? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Donc il faut vraiment une approche assez stratégique. Sur la question des avaloirs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire le tour de ce modèle, il faudrait se poser la question de la priorité, donc faire un peu un diagnostic ou approcher ses habitants pour comprendre comment ils voient les choses, qu'est-ce qui peut construire de la sensibilité et de l'émotion. Est-ce que c'est le sujet de l'eau? Est-ce que c'est le sujet de la mer? Est-ce que c'est le sujet du poisson? Qu'est-ce qui va être le plus moteur? Quelle est la norme? Est-ce que les gens ont l'impression que tout le monde autour d'eux jette tout le temps ou pas? Ça va dépendre par exemple des quartiers, c'est tout bête, mais il y a des quartiers où les gens ont l'impression que les gens en général font attention, il y a d'autres quartiers où les gens ont l'impression que les gens en général font n'importe quoi. Le levier va peut-être pas être tout à fait différent et peut-être qu'on va créer des contre-effets, des effets pervers si on s'y prend pas bien. Et pareil sur la facilitation, quels sont les équipements autour qui permettent de trouver ou pas facilement une alternative. Et ça, sur le sujet des avaloirs, il y a des expériences internationales qui sont assez intéressantes, qui montrent comment on a pu même faire relais sur les réseaux sociaux, avoir des campagnes d'engagement qui prenaient plusieurs angles pour essayer justement de créer un peu une sensibilité en profondeur très actuelle. C'est-à-dire que malheureusement, on sait que ce que les enfants ont appris à un moment donné en termes comportemental, ça a du mal à rester plus tard et qu'ils ont du mal à être prescripteurs de leurs parents très longtemps, c'est-à-dire ça passe très vite, c'est pas extrêmement durable, ça crée une sensibilité générale, mais ça oriente pas forcément à une réaction ou un changement de comportement très spécifique. Donc il faut compléter cette approche éducative par des approches incitatives, multicanales, mais il faut que ce soit stratégique, il faut que ce soit organisé et si tous les moyens mis pour les déchets plastiques peuvent servir aussi à sensibiliser à l'eau, la qualité de la ressource en eau, ça permet de commencer à induire des petits changements de comportement aussi chez soi, de consommation et tout. Pour une collectivité, l'impact et le retour sur investissement est évidemment nettement plus important. Et pour ça, il y a des méthodes, et je terminerai là-dessus, il y a des méthodes qui sont bien établies, qui sont utilisées au niveau national. Il y a des collectivités qui aujourd'hui se font accompagner à un niveau très transversal pour repenser un certain nombre de politiques publiques liées au climat, à la biodiversité ou autres, sous cet angle-là, en disant, mais si nous, on doit apprendre à le faire nous-mêmes, au-delà du nudge qui n'est vraiment qu'une méthode parmi d'autres, comment on pourrait, nous, commencer à faire le travail par nous-mêmes, apprendre à regarder, apprendre à analyser, etc. Et la vraie plus-value des sciences comportementales, elle est plutôt là. Elle est dans cet apprentissage, cette montée en compétences et petit à petit, cette internalisation pour ne pas être pieds et poings liés avec des cabinets en permanence sur chacun des sujets. Une fois, c'est la cigarette, une fois, c'est autre chose. C'est d'arriver à internaliser ça. La métropole de Lille l'a fait, la métropole de Grenoble l'a fait de manière très transversale, la région PACA le fait aujourd'hui et s'est créé un accompagnement et on va les accompagner sur ces sujets-là. On accompagne la métropole de Lille. Bon, il y en a un certain nombre et c'est intéressant parce que ça permet de voir les liens entre les différents comportements et ça a des impacts. On a fait un travail à Marseille sur la réduction de la consommation plastique à la source, donc pas le jet, mais le fait d'utiliser des gourdes plutôt que des contenants plastiques avec cette approche qui essaye d'activer différents leviers, on a des résultats qui sont extrêmement significatifs, de diminution d'un tiers de l'usage du plastique dans des équipements sportifs où pourtant ce n'est pas trop le sujet, parce qu'on va aller chercher vraiment ces leviers très spécifiques. Ça veut dire qu'il y a des méthodes aussi d'évaluation assez directes.
pour ça, il y a au niveau international, et il faudrait faire l'analyse de tout ça, il y a des guides, il y a des retours d'expérience, il y a des études. Pareil sur les sciences comportementales, vous avez un certain nombre de ressources qui existent. J'essaierai d'en partager, peut-être je pourrai en faire passer un certain nombre. On a fait la formation et on a développé un kit pour le ministère de la Transition écologique sur ces sujets-là qui permet de vous commencer à vous approprier ça. Il y a des jeux de cartes qui existent gratuits, faits par la Direction interministérielle à la transformation publique. Donc, le volet de formation, d'accompagnement sur quelques sujets pour comprendre comment ça fonctionne et l'appliquer petit à petit à une diversité de politiques publiques pour avoir une stratégie d'ensemble, c'est vraiment important, tout comme l'analyse des actions existantes. À Grenoble, par exemple, c'est par là qu'on a commencé un audit des actions d'accompagnement au changement de comportement qui existaient pour comprendre quels étaient les atouts, les limites, les potentiels de massification et après avoir une stratégie d'ensemble. Pour ça que cette approche-là peut être intéressante et que dans ce cas-là, typiquement et spécifiquement des avaloirs, elle peut apporter un regard un peu nouveau, un peu de rationalité dans la manière de faire, mais en profitant pour apprendre des choses aussi sur d'autres sujets et pour les utiliser pour d'autres sujets d'accompagnement au changement de comportement. Merci beaucoup, Nicolas. C'est toujours passionnant. Encore merci pour nous avoir accompagnés durant cette enquête également, parce qu'on se rend compte, nous, à l'échelle plus globale de la RDE et de nos missions, qui on existe depuis plus de 40 ans, et on sent qu'on a vraiment des leviers et des mises en lien à faire avec votre expertise. Et vous l'avez bien noté, il y a différents profils d'acteurs qui travaillent sur les sciences comportementales qui, à mon avis, pourraient nous permettre de monter des marches supplémentaires sur ces fameux sujets de la transition écologique. Donc, merci encore. Donc, je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Nicolas qui va se faire le porte-parole des différentes questions. Il nous reste 10 minutes, donc n'hésitez pas si vous en avez encore quelques-unes à poser sur le fil de discussion. Donc, bonjour à tous. On va commencer par les questions pour Madame Leroy. Il y avait une question justement sur des informations quant à la peinture choisie pour marquer les avaloirs. Vous avez déjà répondu en commentaire, mais est-ce que vous auriez d'autres informations par rapport à ça? Et aussi une question, on appelle une autre. Comment vous avez fait pour votre choix parmi les alternatives qui existaient pour choisir cette peinture? Alors donc oui, j'ai répondu, c'est la peinture à la craie et donc effectivement, ça reste vraiment de l'éphémère, comme je le disais, donc on va réfléchir à un autre support. Et la question sur le choix, bah oui, on voulait quelque chose, on voulait que la démarche ait du sens du début à la fin, en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas pris quelque chose de plus durable dans le temps, mais pas durable au niveau écologique. Ok, merci beaucoup. Il y a quelqu'un dans le chat aussi qui proposait une peinture à base d'algues au niveau de la commune de Trans en Provence. Est-ce que vous avez eu des informations quant à cette alternative ou pas du tout? Non, mais ça m'intéresse. Ok. Parfait. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y avait pas forcément d'autres questions pour Madame Leroy. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser dans le chat. On les posera par la suite si on a le temps, ou alors on vous répondra par mail à la suite de ce webinaire. Une question pour Nicolas Fiolaine. Une question de Madame Laba qui vous pose comment prendre en compte la communication engageante dans votre modèle? Si vous pouvez lui répondre. Alors oui, la communication engageante fait partie des théories à disposition et qui sont utilisées dans le cadre de ces démarches-là, en particulier sur le sujet de ce décalage et de ce qu'il produit en termes psychologiques, ce décalage entre des attitudes, des connaissances et des comportements qui produisent, et vous y faites référence, je crois, de la dissonance cognitive, donc cet état de tension qu'il peut y avoir quand on a conscience des décalages entre des attitudes et des comportements. Ce n'est pas toujours le cas, par exemple, s'il y a un défaut de connaissance sur le processus par lequel la pollution plastique peut être particulièrement importante ou la question du réseau unitaire et du réseau de gestion des eaux pluviales. Et donc, ça rentre en compte de deux façons. La première façon, c'est justement sur ce décalage-là et comment cette tension peut être utilisée sur des formes de communication, et d'autre part, sur la façon dont on va utiliser le comportement lui-même. C'est-à-dire, est-ce que, dans une logique du nudge, on
peut passer d'abord par le comportement et ce comportement va entraîner une prise de conscience de par la volonté de remettre un peu en accord et de prise de conscience du désaccord entre attitude et comportement. Donc, la communication engageante est un des outils. Il y a aussi la question de la communication persuasive, par exemple. Il y a toutes les techniques qui relèvent des techniques des changements de comportement dont le référentiel a été élaboré à l'Université de Londres. Donc, en fait, des outils comme ça, ils dépendent un tout petit peu de l'objectif qu'on va se donner. Il faut savoir que, par exemple, la communication engageante agit sur des comportements vraiment spécifiques et peut permettre ce qu'on appelle le spillover, c'est-à-dire le fait que un changement sur un comportement va entraîner des changements d'une part durables et d'autre part sur d'autres comportements. D'autres approches permettent davantage de jouer sur le spillover. Donc, c'est toujours un peu un arbitrage sur voilà, le type de sujet qu'on veut traiter, le type de changement qu'on veut obtenir, dans quel type de groupe. Par exemple, la communication engageante va difficilement faire évoluer des normes. Elle va faire évoluer des comportements, mais par contre, ça risque d'être moins durable que si on fait évoluer des normes. Donc, c'est peut-être d'autres approches complémentaires qu'il faut utiliser, d'où la nécessité d'avoir cette approche un peu multiphase et multicanal. Ok, merci beaucoup. On a aussi une question de Monsieur Flao qui vous demande comment s'adresser à des personnes de maturité différentes si l'on suit votre principe de n'avoir qu'un objectif, sensibiliser. Alors, c'est tout l'enjeu. Quand je parle de la métropole de Grenoble, par exemple, ils ont fini par se doter d'une sorte d'observatoire du changement, c'est-à-dire arriver chaque année à faire un sondage au niveau de la métropole de représentatif pour essayer d'évaluer de manière générale sur la question de la transition écologique et puis spécifiquement sur certains sujets, une fois c'est l'eau, une fois c'est les déchets, etc., dans l'ère métropolitaine où on en est du rapport au changement. Quelle est la distance au changement? Et effectivement, l'adaptation des messages en fonction des cibles, c'est un des leviers les plus efficaces, c'est-à-dire éviter de faire de la sensibilisation à des publics déjà sensibilisés ou éviter d'être dans le passage à l'action ou le renforcement pour des publics qui n'ont pas commencé à changer et qui n'ont même pas commencé à se poser la question. Le risque de ces approches déphasées ou décalées, c'est qu'elles ne sont pas juste inefficaces. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que des approches décalées ou déphasées, elles ont un effet dissuasif, c'est-à-dire qu'elles peuvent décourager à l'inverse les comportements. D'où l'importance d'arriver à travailler ces adaptations. Donc, il y a plein de façons de faire. Avec la métropole de Lyon, on l'a fait sur l'énergie, mais en ayant des vagues, c'est-à-dire des campagnes par phase qui permettent d'abord de sensibiliser en faisant en sorte de ne pas toucher tout le monde, ou en tout cas de ne toucher que ceux qui n'étaient pas sensibilisés. C'est le design de la communication qui va déterminer ça. Deuxième phase, on va emmener ceux qui étaient déjà sensibilisés mais qui ne savaient pas quoi faire. Troisième phase, on emmène ceux qui savent quoi faire, mais qui n'étaient pas encore passés à l'action. Donc, cette question de phasage. Avec les agences de l'eau, sur la question de l'eau, des eaux pluviales, on a utilisé autre chose qui était un outil qui permet à des agents qui veulent sensibiliser sur ce sujet-là de capter en 2 questions quel est l'état d'esprit un petit peu des gens auxquels ils vont s'adresser et d'adapter le discours. Vous pouvez aller voir, ça s'appelle Ma ville perméable et c'est un sujet qui permet d'aborder les questions liées à l'eau en s'adaptant au cadre de référence et au niveau de motivation, au niveau d'engagement des personnes auxquelles on s'adresse. Donc, il y a différentes solutions, il faut tester, il faut expérimenter. On a des outils aujourd'hui pour expérimenter de manière rigoureuse. Il faut faire attention, il faut sortir des choses un peu, on va dire, marketing et un peu simplistes parce qu'en fait, ça répond rarement au sujet. Il faut essayer d'avoir des démarches un peu plus d'ampleur, on va dire, où vraiment on se donne les moyens de comprendre non seulement si ça fonctionne, mais pourquoi ça fonctionne et qu'est-ce que ça produit dans la crédibilité de l'action publique, dans la confiance dans l'action publique, dans la relation aux usagers, dans la qualité des espaces publics. On a malheureusement parfois des démarches nudge qui consiste à mettre du fluo partout, faire des trucs très marketing, mais qui dégradent l'expérience de l'espace public, qui ne sont pas accessibles pour des personnes, soit qui souffrent de daltonisme, soit qui ont des spectres, qui ont des troubles du spectre autistique et qui sont gênés par des couleurs très… Donc, prendre tout ça en compte, c'est vraiment avoir des approches où on incite au changement, mais en prenant soin. Le care là-dedans me paraît important, prendre soin pour que l'action publique continue à jouer son rôle, qui est de ne pas dégrader l'expérience de tout le monde pour changer le comportement de quelques-uns. Okay. Merci beaucoup, Monsieur Fiolaine, pour vos réponses. J'aurais une question pour Madame Leroy, de la part de Madame Adami, qui vous demande quelles seront les prochaines actions que la ville de Dunkerque souhaite mettre en place pour pérenniser celles déjà menées.
Oui, alors on a un plan d'action, assez fourni, on va dire, par rapport à J'agis pour ma plage, donc j'essaie d'en trouver une, en particulier. Enfin, on va travailler sur l'événementiel. Alors j'ai parlé du feu d'artifice, mais on a une grosse problématique autour du carnaval de Dunkerque et notamment, la bande de Dunkerque, nous organisons, en front de mer, hein, donc c'est sur le oui, ça va, je pensais que vous m'entendiez pas. Du coup, il y a un gros travail à faire avec les commerçants, et les brasseurs, en fait, qui fournissent toujours soit des éco-cups ou encore des gobelets en plastique, à usage unique. Donc ça, c'est un exemple. On va poursuivre notre travail aussi avec des scolaires. En fait, on leur avait demandé de travailler sur des actions pour J'agis pour ma plage. Et on a donc des jeunes qui sont rapprochés d'un lycée, qui s'est rapproché d'un lycée professionnel pour élaborer une recette locale de cuillères en biscuit, qui pourrait être une alternative aux cuillères en plastique qui sont interdites maintenant. Mais les alternatives en bois et en carton ne sont pas, voilà, elles répondent pas complètement, enfin, sont pas satisfaisantes pour les consommateurs. Donc, ils ont proposé une recette locale et on va essayer de travailler avec les commerçants de la digue, les glaciers, voilà, pour pouvoir la proposer à la prochaine saison. C'était un exemple. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. J'aurais encore des questions pour Monsieur Fiolaine, toujours de la part de Madame Adami. Donc 2 questions justement sur les messages, inscrits sur les nudges. Est-ce qu'il est plus efficace de changer, régulièrement les messages qu'on utilise, ou, utiliser toujours les mêmes messages sur les nudges? Ou alors et aussi, est-ce qu'il faut plus utiliser des messages positifs ou alors informatifs pour être efficace? Alors, je vais faire une réponse de scientifique qui est de dire ça dépend. Je suis désolé, mais non, mais c'est vrai. En fait, il faut bien. Il n'y a pas de recette miracle. C'est toujours en fonction d'un objectif. Par exemple, si le levier qu'on cherche à utiliser, c'est la surprise, c'est-à-dire que la stratégie qu'on veut prendre, c'est de dire chaque fois que quelqu'un baisse les yeux vers un avaloir, il est surpris et du coup, on le fait basculer de ce qu'on appelle le système 1, c'est-à-dire ce fonctionnement un peu automatique qu'on utilise tous les jours, au système 2, c'est un système raisonné. Si c'est vraiment ça qu'on cherche, ça veut dire qu'il faut jouer avec la surprise. Donc, soit on a trouvé un très bon designer et l'interaction avec le design et les arts est vraiment importante. C'est-à-dire une image qui surprend chaque fois qu'on la voit, c'est l'effet des trompe-l'œil qui trouble un peu la perception, etc. Ça peut fonctionner, ça peut être la même image, mais elle va surprendre à chaque fois. Ou alors, si c'est une image assez simple, ça peut devenir une histoire parce qu'on l'a fait évoluer, on va créer quelque chose avec qui a du sens, qui devient une histoire, on attend la suite, et du coup, la valoir devient le support d'une interaction, etc. Mais ça, c'est quand on cherche la surprise. Quand on cherche plutôt ou aussi le fait que, par exemple, qu'on veut faire apparaître une norme, on dit, mais juste, ça ne se fait pas, le même message peut rester, qui doit être un message qui vise spécifiquement la norme et qui doit quasiment être de l'ordre du mais vous allez quand même pas le mettre un déchet ici, avec la forme de surprise qui fait dire c'est parfaitement anormal ce que vous apprêtez à faire, stop. Celui-là, il peut rester, il fonctionnera jusqu'au moment où la norme sera intégrée, et à ce moment-là, il ne fonctionnera plus que pour ceux pour qui la norme n'est pas intégrée. Donc, celui-là, il peut rester. Et on a des interventions comme ça qui sont extrêmement durables. On a équipé 50 RER à Paris avec ça pendant 6 mois. Pendant 6 mois, les déchets ont baissé de 50%, avec un dispositif un peu plus complexe, mais quand même. Et on a beaucoup moins de déchets, moitié moins de déchets qu'on a comptés par terre, puisque c'est comme ça qu'on a vérifié. Après, sur la communication positive ou informative, entre les deux, c'est la différence de ce que je disais de tonalité émotionnelle. Donc, informative, ça va être neutre et évidemment, ça va créer juste des connaissances, pas ce qu'on appelle des attitudes, donc pas des connaissances qui font agir. Donc, il vaut mieux aller vers du positif ou du négatif. On peut utiliser des fois, non pas de la culpabilité, on n'appelle pas ça de la culpabilisation. C'est que jeter un déchet là où il ne faut pas, c'est aussi un risque. Et rappeler les risques et les impacts négatifs,
ben, on va le faire en essayant d'activer quand on fait… il y a eu on a dans le benchmark ou dans toutes les images que j'avais récoltées à l'étranger, il y en a qui sont un peu cash quand même, où ils vont mettre les arêtes de poissons en utilisant la grille de la Valoir pour dire ben, c'est la mort des poissons. Donc là, c'est plutôt, on est sur quelque chose qui va chercher de l'émotionnel, mais plutôt sous l'angle non pas positif, mais on va dire plus questionnant, quoi. Je ne vais pas dire négatif parce que ça est un jugement de valeur, mais et les deux motivations sont bonnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les moins sensibilisés sont plus sensibles seront plus touchés par des alertes, on va dire, des alertes sur les risques. Les déjà sensibilisés seront plus touchés par des encouragements à atteindre des buts positifs. Voilà. Donc, ça dépend là encore du public qu'on cible. On peut faire des choses très universelles en ayant fait le diagnostic que l'impact, le meilleur sera plutôt sur tel comportement que sur tel autre. Ok, merci beaucoup pour votre réponse. J'aurais une question aussi de Madame Isabelle Dor, qui vous dit: quand nous nettoyons la rivière dans notre commune, nous constatons dans les jours qui suivent une recrudescence de jets de déchets. Le poster du bilan du nettoyage a été déchiré et jeté dans la rivière, etc. Comment désamorcer cette agressivité? J'ai un peu le mal. Oui, non, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, une stratégie de changement de comportement, une stratégie de changement de comportement qui se rate, on va dire, qui n'est pas bien calibrée, elle peut susciter au mieux du désintérêt. Au pire, elle va susciter ce qu'on appelle la réactance, c'est-à-dire que soit ça repose sur l'idée qu'on me prive de ma liberté de faire ce que je veux et j'aime pas ça parce que je n'ai pas compris les raisons pour lesquelles on me le demandait, soit par contre, soit ça veut dire que je perçois une injustice. Pourquoi on me le demande à moi alors que les autres font pas leur boulot? Et la question de la visibilité de l'action publique, de tout ce qu'on fait, de tout ce que font les collectivités sur ces sujets-là sans que ça se voit, c'est vraiment un sujet majeur pour faire penser et faire sentir le partage de l'effort. On a fait une démarche comme ça autour du moustique tigre, où on demande toujours aux gens de faire tout ce qu'il faut pour éviter les moustiques tigres. On a juste fait une petite expérimentation où les agents de démoustication mettaient eux-mêmes des signes dans l'espace public pour dire: nous, on est passé par là, maintenant, c'est à vous de faire l'effort. C'est votre part qui reste. Cette question de réciprocité, de complémentarité, elle est essentielle pour éviter ces gestes d'agressivité. Donc, suivre un peu ces processus d'accompagnement au changement, c'est quand même la meilleure façon d'éviter ce type de contre-effet. Merci beaucoup, Nicolas. Du coup, je vois l'heure avancer, on vous appelle par ailleurs. En plus, merci pour votre disponibilité. Moi, je vais répondre à une dernière question qui nous concernait, puis on va clôturer ce webinaire au niveau juste de l'accessibilité de l'étude qui a été conduite par la RBE et donc région OFB, ADEME et DREAL régionale. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est accessible sur demande aux collectivités qui sont engagées dans l'une des deux chartes animées en région sur le sujet des plastiques. Et puis, comme d'habitude, vous retrouverez l'ensemble des éléments. Évidemment, on sera très intéressé, Nicolas, si vous avez des ressources complémentaires à nous fournir. On les mettra également en ligne. On vous les transmettra, le replay, le PowerPoint, etc. Oui, comme d'habitude. Une liste de liens. Et puis après, n'hésitez pas sur les retours d'expérience d'autres collectivités qui sont allées sur ces démarches-là. On peut en faire témoigner. Enfin voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Dans le cadre de la chaire innovation publique, on accompagne ces démarches-là. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous répondrai dès que je peux, mais ça peut permettre de créer ce réseau-là aussi des collectivités qui s'emparent un peu de ces démarches-là, et apprendre des autres, c'est toujours mieux que les discours parfois un peu théoriques des chercheurs. Merci beaucoup et merci à Armelle Leroy également de la ville de Dunkerque d'avoir été parmi nous. On est toujours aussi intéressés par avoir des retours hors région, donc c'était super de vous compter parmi nous. Merci à tous, à bientôt. Merci Nicolas et Armelle. Au revoir, à bientôt. Au revoir.